Bonjour, merci de votre présence. Je vous ai laissé l'écran de ce qui était prévu. En fait, c'est un peu un écran gag, puisque presque tout a changé. Donc déjà, sur le thème, on l'a repositionné un peu, parce qu'on trouvait que c'était un truc très technique. Et donc, on est plutôt parti sur AdTech. Il n'y a pas que les GAFAM dans la vie. En fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un peu de défendre les médias face à ces GAFAM qui ramassent une très grande part de la publicité des médias. Et donc, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un peu la défense des médias français là-dedans. Donc, on va voir les AdTech sous cet angle. Et ce qui a changé aussi, c'est que, en fait, il y en a quand même un qui est encore valable. Et sinon, donc, on aura deux. Alors, nous avons donc finalement deux conférenciers. Il y en a un autre qui est bloqué par les grèves, l'autre qui a eu un déplacement impromptu. Donc, voilà. Donc, deux. Alors, évidemment, il était prévu d'avoir quelqu'un de Publicis Média. Donc là, vous aurez plutôt la vision buy-sell que sell-side que buy-side, pour utiliser le jargon à la mode dans votre milieu. Moi, je connais ça, les AdTech, mais je suis pas un spécialiste, donc je vous poserai des questions un peu de néophyte, notamment quand il y a des termes. Si vous parlez de SSP ou de je ne sais quel terme, je vous demanderai de les expliciter. Je pars du principe que dans la salle, beaucoup de gens sont eux-mêmes pas des spécialistes de la tech, et la tech, c'est quand même assez compliqué. D'ailleurs, on pourrait commencer par leur demander qui ils sont. Merci Jacques. Moi, je suis Antoine Saglier. Attends, je vais vous présenter, mais c'était juste pour savoir. Alors, je vais vous présenter. Ok. Vous avez raison. Donc, finalement, c'est deux groupes de médias. Antoine Saglier, donc, qui lui est arrivé récemment chez 366, 366, on dit 366. Vous préférez 366, mais il y a beaucoup de gens qui disent 366. Donc vous êtes directeur des technologies et de l'innovation. C'est ça. Et avant, vous étiez pendant 8 ans directeur de ZBO Média. Dans le groupe Figaro, oui, une agence intégrée. D'accord. Donc agence. Donc vous êtes passé de vendeur, d'acheteur à vendeur. J'ai passé toute ma carrière d'avant, ouais, côté acheteur. Agence en médias et technologies, ça fait bien, ça. Et auparavant, 4 ans comme directeur du produit chez Weborama, qui est déjà un petit peu plus connu comme... Technologie Martech. D'accord. Donc 366, il faut peut-être dire ce que c'est. Tout le monde commence à être connu, mais... Je pense que c'est un petit peu connu, mais 366, on est la régie nationale qui représente tous les titres de presse quotidienne régionale de France. Donc en partant de la Voix du Nord, en passant par les DNA, le Dauphiné, Nice Matin, Sud-Ouest, La Dépêche, Ouest France, Centre France, MRCO. Et tout ça, ça fait... 55 titres. 55 voilà. Titres. Et on les représente au niveau national. Ouais. Combien d'exemplaires pour ce qui est imprimé? Combien de visiteurs sur les sites? On touche à peu près 8 Français sur 10 en digital, parce que je pense que c'est plus le sujet aujourd'hui. En print, c'est pas ma spécialité, donc je n'ai pas les chiffres, je suis désolé. Mais on touche à peu près 8 Français sur 10 en digital. Voilà. Oui, on en reparlera, on verra que les sites de PQR ont des grosses audiences. Oui. Voilà. Avec des problèmes de monétisation, notamment. Grégoire Gaffier, vous êtes depuis 6 ans chez Reward Media. C'est ça. D'abord comme responsable monétisation, puis directeur monétisation, et enfin directeur monétisation et audience. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Exactement. J'ai la particularité, comme assez rare dans des groupes médias, de gérer à la fois toute la stratégie de revenus, donc la monétisation, comment on gagne de l'argent sur le site, mais aussi toute la strate édito et comment on fait venir des gens sur le site, qui est quand même en 2025 un des gros sujets. Oui, donc vous êtes au carrefour.
Ça, toute la stratégie de SEO, Discover, trafic qui vient des réseaux sociaux, etc. Comment on ramène des gens sur nos sites internet et comment on les monétise derrière au mieux. Auparavant, vous étiez chez Adline Station F. Oui. C'est une de ces nombreuses sociétés d'adtech qui ont... Exactement, c'était une techno qu'on avait fondée pour faire du header bidding server-side, peut-être un peu trop tôt, en 2018. Le marché n'existait pas tout à fait. Une solution qui permettait de faire du header bidding, de la mise en compétition, mais sans passer par le navigateur, donc en server-side. C'était assez précurseur, parce qu'aujourd'hui beaucoup le font, mais en 2018 il était peut-être un peu trop tôt pour prendre le marché dans sa globalité. Alors, on verra qu'il y a énormément de sociétés qui sont... c'est ce qui fait la complexité du marché quand même. En fait, à un moment donné, on ne sait plus... je sais pas, j'en ai vu plus d'une centaine de sociétés qui proposent différentes solutions. Et c'est difficile pour les gens qui ne sont pas spécialistes de comprendre qu'est-ce que ça apporte. Ouais, il y en a beaucoup. Après, il y en a quand même... Il y en a des très bonnes en France. Il faut se concentrer déjà sur le marché français, ça limite le cadre. Ce dont je parle, c'est que des sociétés françaises. Hein. Oui, le marché est pas si complexe que ça. On tend à essayer de le vulgariser un maximum. Toujours ce que j'ai essayé de faire à titre perso et chez Reworld aussi. Après, oui, c'est le marché qui veut ça. Reworld, il faut dire ce que c'est. Reworld Media, groupe de presse qui a un peu plus d'une dizaine d'années, qui s'est créé sur relancer des titres de presse print qui souffraient, voire étaient en train de mourir. Donc passer par beaucoup d'acquisitions pour digitaliser tout cela. Commencer avec des titres comme Marie-France, Maison des Travaux, Automoto à l'époque. Le groupe a grandi et dans les 4-5 dernières années, on a fait l'acquisition des sites digitaux de TF1 avec Marmiton, Au Féminin, Doctissimo, Les Numériques, etc. Donc, voilà. Et pour reprendre, vous touchez combien de Français est-ce que vous avez On touche environ 33 millions de visiteurs uniques par mois. C'est à peu près l'équivalent à 8 Français sur 10, comme 366. On a la chance de couvrir quasiment toutes les thématiques possibles, de la food à la bagnole, à la santé, etc. Donc ouais, on a une couverture relativement large du fait de nos nombreuses marques médias, vu qu'on en a 80 aujourd'hui opérées. Donc à tous les deux, vous faites 10 Français sur 10. C'est probable, oui. Ok. Vous vouliez poser des questions à la salle pour savoir exactement... je vous laisse faire. Non, je voulais savoir qui était plutôt côté acheteur ou côté média dans la salle, à peu près, le nombre de médias. Médias. Ok. Et côté acheteur. Ok. Et les centrer le débat à peu près. Merci. Et les autres Et les autres, oui. Qu'est-ce que vous avez, par exemple, consultant. Qu'est-ce qui est consultant? Ah, il y a quelques consultants. Ok. Bon. Merci. Donc, vous l'avez compris, c'est pas un débat super technique. On veut plutôt dire des choses basiques pour que tout le monde comprenne bien. On parle d'adtech. Déjà, adtech, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les solutions de commercialisation publicitaire au carrefour des data et de l'automatisation. L'adtech, c'est toutes les solutions digitales qui vont permettre d'activer la publicité digitale. Donc ça peut être très bien des solutions data, comme des solutions de vente, comme des solutions d'achat, côté acheteur. C'est un écosystème assez large. Il y a aussi les technologies d'identification, les ID, qui sont sur le marché, qui nous permettent de mieux engranger la data, etc. Mais en gros, c'est toutes les technologies qui servent à l'écosystème publicitaire digital. D'accord. S'il n'y a pas de data, il n'y a pas de... La data n'est pas toujours présente, elle l'est dans beaucoup de cas, mais on va en parler, je pense, un petit peu après. Automatisation. Automatisation, oui, aussi AdTech, ouais. Donc ça, c'est plutôt les ad serveurs qui vont nous permettre de livrer la publicité selon les bons de commande qu'ont fait les acheteurs, donc en termes de volume, en termes de prix, etc., et gérer les priorités. Un petit peu comme dans la logistique, si vous voulez remplir un poids lourd de façon efficace, c'est exactement pareil. C'est le rôle de ad serveur, c'est de gérer la logistique. D'accord.
Est-ce que la problématique, c'est, enfin moi ce qui m'a intéressé là-dedans, c'était le fait qu'une bonne part du chiffre d'affaires publicitaire avec les adtech, en fait, draine énormément d'argent sur les GAFAM, on va dire plutôt même Google, et que donc pour les médias français, c'est un peu un challenge d'arriver à garder le chiffre d'affaires chez eux plutôt que de l'envoyer aux États-Unis. Alors moi j'aime bien parler de Walled Garden et d'Open Web. Donc nous on est des représentants de l'Open Web. L'Open Web c'est des environnements non logués par défaut. Alors contrairement aux réseaux sociaux où forcément vous rentrez, vous êtes identifié. Sur Google vous êtes identifié la plupart du temps parce que beaucoup d'entre nous utilisent leurs services. Alors, il y a plein de raisons pour le fait que les budgets se déplacent. Donc, les premiers, c'est que les GAFAM, comme on les appelle, lancent de plus en plus de plateformes. Sont arrivés ces dernières années des acteurs, par exemple, dans le broadcasting, que vous connaissez, les Netflix, les Disney, etc., qui captent, par exemple, des budgets qui étaient plus présents au départ chez nous, comme la vidéo. Forcément, ils ont la vidéo non skippable, plein écran, avec du son. Enfin, côté acheteur, c'est forcément plus intéressant pour l'attention publicitaire. Je pense qu'on reviendra peut-être sur ce sujet-là, mais voilà, c'est une des premières raisons. Il y a la vidéo et les réseaux sociaux qui captent une audience énorme. Après, on va arriver sur tout ce qui est performance. Donc ça, c'est lié à la data, Jacques. Quand vous êtes sur des walled gardens, vous êtes complètement identifié. L'acteur, le GAFAM va exactement connaître toutes vos actions, vos passions, vos centres d'intérêt, etc. Et grâce à ça, grâce à des algorithmes assez puissants, ils arrivent à livrer de la performance. C'est-à-dire, si vous voulez faire de la publicité qui fait du trafic, il va vous livrer du trafic. Si vous voulez faire de la publicité avec un objectif de vidéo, il va vous livrer de la vidéo. Tout ça en se basant sur les centaines et les milliers de critères qu'ils connaissent sur vos habitudes. Dans l'open web, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a moins d'identification, donc on travaille sur essayer de loguer les gens sur nos sites, mais forcément, nous on veut aussi de la consultation libre. Et on n'arrive pas à cette puissance d'algorithme pour livrer de la publicité aussi performante que peuvent faire les GAFAM. Tu veux peut-être ajouter quelque chose, Grégoire ? Pas particulièrement, en effet, il y a un gros du budget GAFAM, j'ai tendance à mettre... C'est combien la répartition ? J'ai pas le chiffre complètement en tête. Après, on est sur des produits qui sont assez différents. Google, Amazon, Facebook, c'est grosso modo les trois que je vois. Un acteur comme Google, c'est à la fois un acteur qui a été très longtemps hégémonique et qui aujourd'hui pour les médias français amène une grosse partie du trafic, et deux, en réalité participe à la monétisation puisque quasiment l'intégralité du marché bosse avec l'ad-server de Google aujourd'hui. Après, il ne faut pas oublier que malgré tout le Google soit-il, ces derniers mois, voire années, avec l'arrivée des moteurs IA et LLM, ils ont commencé à se sentir peut-être un peu moins hégémoniques sur le sujet. Et on parlait des boîtes ad-tech qui se créent, etc. Quand il y a 4-5 ans, un éditeur ne pouvait pas se passer de Google pour avoir des revenus performants, aujourd'hui, il existe différentes solutions, souvent des solutions françaises dans le cas présent, qui permettent de gagner plus, voire autant que Google. Alors je dis pas qu'il faut arrêter de bosser avec Google, mais en réalité, Google... Si je comprends bien, c'est concurrent, mais un peu allié quand même. C'est ça, nous, de manière générale, à titre personnel, dans les boîtes où j'ai bossé avant, et chez Reborn Media qui s'est construit il y a 10 ans, on s'est jamais dit au début en créant une boîte de zéro qu'on allait être une alternative à Google. On a plutôt bossé avec Google pour profiter et apprendre avec eux de manière générale, parce que c'est quand même un atout. Après, il est vrai que d'année en année, des alternatives se sont créées pour monétiser au mieux l'open web, pas en arrêtant de bosser avec Google, mais en rééquilibrant un petit peu le sujet. Donc Google est un acteur qui est très performant sur pas mal de niveaux, mais il y en a d'autres qui existent. Il y a Amazon qui est arrivé aussi sur ces sujets publicitaires et qui a une autre type de demande à ajouter. Quand
quand on fait du retail Amazon. Oui, mais même quand on est un média, Amazon a des technos publicitaires qui permettent d'être branchés, qui permettent ils sont très actifs en ce moment pour la partie achat. Des grosses équipes qui sont créées pour côté DSP, pour aller bosser avec l'ensemble des agences, etc. Donc comme Google, ils sont présents à tous les niveaux, au niveau des éditeurs via des SSP et au niveau des acheteurs qui utilisent aussi l'outil d'Amazon. C'est en gros, pour la faire très simple, une plateforme qui permet aux acheteurs d'acheter en programmatique l'inventaire des sites web. Ouais, en gros, il y a les plateformes pour voilà, des plateformes d'achat et des plateformes de pour vente. acheter. C'est ça. Et après, il faut qu'il y ait une plateforme au milieu pour faire le lien entre les deux. C'est ça. Enfin, grosso modo, un DSP, la plateforme d'achat, permet d'acheter sur un SSP, plateforme de vente, et les éditeurs sont connectés au SSP. Voilà. La question, c'est d'ailleurs, que deviennent les commerciaux là-dedans? Les commerciaux, Non, mais dans le temps, dans les médias, il y avait des commerciaux. Non, bien sûr, il y en a toujours. Oui, mais... Je focus sur le produit en tant que média. Qu'est-ce qui est intéressant? Donc, c'est des inventaires qui, pour le coup, sont plus brain safe que d'autres plateformes, que peuvent être certaines vidéos sur YouTube, par exemple. Sur un marmiton, aujourd'hui on a quand même quasiment 100% de brand safe, à part si on fait des recettes piégées, mais en réalité on est sur des environnements qui sont pour le coup très brand safe et où la maîtrise est totale du fait de ça. Après les commerciaux ils sont là pour vendre des produits, il y a d'autres produits qui peuvent exister. La data est importante aussi. On a la chance d'avoir toutes les typologies de Français qui passent sur nos sites et d'avoir une force contextuelle du fait de nos 80 marques. Donc voilà, il y a quand même des choses à vendre. Et voilà. Mais aujourd'hui, dans les services de vente médias, on trouve des data analysts, on trouve des gens qui sont plus technicien, mathématicien. Mathématicien peut-être pas. Après la data est importante. Après le but est d'être capable de trier et de facilement montrer ce qui existe. Mathématicien ça va peut-être un peu loin. Comme je disais tout à l'heure, je vulgarise de manière générale, mais le but c'est d'être clair sur la typologie de personnes qui viennent, et quelle est la cible des personnes qui viennent sur un site internet. Et matcher ça avec les intérêts de nos clients finaux qui sont les annonceurs. Donc une thématique, un contexte. Et une cible, voilà. Mais chez vous, par exemple, le service, il est structuré comment? Juste, il y a l'achat programmatique, donc ce que vient de dire Grégoire, donc entre des DSP, donc avec un système d'enchères, et après vous avez quand même l'achat gré à gré. Donc j'achète un espace classique en appelant un commercial et on va le réserver directement sur mes inventaires, comme en print. Ça nécessitera toujours des commerciaux jusqu'à preuve du contraire. Donc au niveau national, nous on a des équipes commerciales spécialisées en gré à gré, mais aussi bien en programmatique. Le programmatique, c'est juste une méthode qui permet aux agences d'avoir un achat centralisé multi-éditeur, on va dire. Ça va leur simplifier la vie. Maintenant, il faut toujours promouvoir aussi nos inventaires, hein, ça ne changera pas, notre data, comme l'a dit Grégoire, etc. Maintenant, il y a le marché national. Nous, on est le marché national 366 et on a aussi tous nos éditeurs ont des régies locales. Donc, on n'est pas sur. Il y a les marchés TPE, PME. 366 vient de lancer une plateforme. C'est-à-dire que vous, en fait, vous vendez pour tous les quotidiens régionaux, mais uniquement au plan national. Au niveau national, surtout auprès des grandes agences, en fait. Voilà. Une grande agence veut faire un plan de communication. Je m'appelle Leclerc, la semaine du Go. Je vais passer par 366 pour annoncer dans tous les titres de PQR. Et donc chaque titre, lui, continue à faire son business en direct. Chaque titre continue à faire son business sur les marchés locaux. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face pour les régies locales. C'est des marchés plus durs en prospection. Vous avez des petites entreprises, donc un nombre important de petites entreprises, et c'est plus compliqué. Nous, on a lancé une plateforme le 9 octobre qui s'appelle Claire, donc qui est marquée sur ma signature LinkedIn. Le but, c'est de proposer aux annonceurs en direct de pouvoir acheter simplement, aussi simplement des espaces publicitaires sur nos sites, aussi simplement que les GAFAM le font. Aujourd'hui, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait une campagne sur Google Ads pour un projet perso ou en social media. C'est ultra simple, en fait. Et nous, les médias français, et ça fait peut-être la suite de
du sujet, mais il faut qu'on aille vers la simplification de la vente. Aujourd'hui, c'est compliqué d'acheter nos médias. Il faut forcément contacter un commercial, passer par des plateformes quand même un petit peu complexes. Un DSP, ça nécessite des traders. Des SSP, ça nécessite des équipes chez nous qui optimisent la vente aux enchères. Donc du trading à la vente, comme il y a du trading à l'achat. Et il faut qu'on change ça. Aujourd'hui, une plateforme, vous allez sur les walled gardens que j'ai cités tout à l'heure, vous arrivez, vous dites tout de suite qu'est-ce que je veux faire, de la notoriété, du trafic, de la vue de vidéo ou de la conversion. Et automatiquement, après, vous êtes quasiment guidé par l'IA, vous n'avez plus qu'à charger vos créas et c'est fini. Et encore, les créas sont aussi modifiées automatiquement en fonction des audiences. Si nous, on ne va pas vers cette simplification, ça risque d'être compliqué. Et c'est un petit peu le but de la plateforme qu'on a sortie, c'est de copier ces modèles américains. Qui n'est pas encore en service. Elle est sortie le 9 octobre, dans sa version programmatique. Elle sortira... Donc on peut déjà... Voilà, pour les acheteurs programmatiques. Et après, en 2026, pour tout public, en gré à gré. C'est-à-dire qu'un commerçant... Un commerçant pourra faire sa campagne aussi simplement qu'il fait sa campagne sur Facebook demain. Voilà, avec son titre de PQR préféré. Je suis un plombier, je travaille à 50 km. Avec un rayon de 50 km, il pourra activer un encart print et une publicité digitale géolocalisée de façon très simple, packagée en carte bleue. Voilà. On va essayer de faire aussi simple que les Américains. Ça n'a pas l'air facile. C'est pas facile parce que je l'ai expliqué, il faut qu'on soit performant. Aujourd'hui, une petite entreprise, ça l'intéresse pas d'avoir du kilo CPM, de l'affichage à gogo. Elle veut du trafic et des ventes, c'est normal. Et il faut qu'on, à travers la data, le travail de la data, on arrive à faire des publicités performantes. Et la data, c'est pas de la data, je vends tel segment, le segment... un segment aime les yaourts, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est l'utilisation de ce que j'ai dit, de tous les critères qu'on connaît sur les individus pour pouvoir optimiser la publicité. On sait que certaines typologies de personnes sont adeptes de la vidéo, d'autres typologies de personnes, selon leurs critères, sont des gens qui aiment cliquer sur les publicités, etc. Et en fait, il faut partir de ces algorithmes-là. Quels sont les atouts finalement des médias français par rapport aux GAFAM? Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, bon, alors là, je vais plutôt me mettre du côté éditeur. La PQR, c'est un des médias qui représente l'activité d'une région, l'activité d'une ville. C'est des médias de proximité, on appelle ça. Moi, je suis provincial, je suis arrivé à Paris à 20 ans, mais j'ai lu Le Canard du coin et les informations locales de votre ville, vous les chercherez toujours. Alors, c'est pas comme ça qu'on fonctionne en région parisienne, mais vous voulez savoir ce qui se passe dans la ville ce week-end, les animations sportives, etc. Vous allez regarder la PQR. La PQR aussi, c'est lire la PQR, c'est aussi pour les entreprises régionales ou locales. Elles ont besoin de se faire parler d'elles, et en général, c'est dans ce type de journaux qu'on va trouver ça. Mais je pense que la réponse de Grégoire sera tout autre. Parce que la presse mag, c'est pas pareil. Grégoire. Oui, on est sur de la presse magazine. Après, en réalité, même si c'est pas tout à fait pareil, aujourd'hui, on a bien compris que pour continuer à générer de l'audience sur les sites internet, il fallait s'adresser encore plus en direct aux Français. Alors, comme je le disais, on a la chance d'avoir 80 marques sur plein de thématiques différentes, donc c'est relativement facile. Mais le but du jeu est d'être entre guillemets la vigie de ce qui se passe sur la France, donc de se rapprocher par du témoignage, de la présence terrain, etc., éditorialement de ce qui intéresse les Français. Donc des sujets qui peuvent être liés à la conso, des sujets qui peuvent être liés au prix de la vie, c'est quand même des sujets qui ont été importants. Donc on va pas faire complètement de ce que fait la PQR, mais on a quand même la chance d'avoir des titres sur des sujets importants comme la santé, la food, la bagnole, etc., où on est en mesure d'adapter notre stratégie éditoriale pour parler au plus grand nombre et de pas rester dans ce microcosme parisien également. On sait aussi que l'utilisateur du site internet a tendance à vieillir un petit peu plus que la moyenne, que les usages. Aujourd'hui, quand on voit les chiffres qui sont communiqués par des boîtes comme Médiamétrie, etc., la moyenne d'âge du web français, elle se rapproche plutôt de 47-48 ans que ça. Donc il faut quand même prendre en compte que les personnes qui consultent en masse les sites internet est une population qui vieillit et qui n'a donc pas les mêmes intérêts que les gens qui vont sur les réseaux sociaux ou des gens qui consultent les outils de LMM, etc. sur l'IA. On pourra en reparler, mais si je veux acheter sur vos sites, je fais comment?
Alors, il y a plein Parce de que possibilités. donc 366, ils mettent une plateforme, en gros, ça va être le portail d'entrée pour tout. On est d'accord? Oui, ça le sera, mais je pense qu'on a tous les deux les mêmes méthodes de vente à la fin. Oui, mais concrètement, comment vous êtes organisé? Qu'est-ce que vous proposez comme... Non, mais il y a des équipes commerciales qui vendent à la fois en agence et qui parlent aux annonceurs. Pour acheter sur un site internet, il est relativement simple de créer un deal s'il s'agit de programmatique. Et après, on a encore des choses sympas au niveau opération spéciale, qui est le gros aujourd'hui des produits qui sont vendus par la régie. Donc des opérations spéciales qui ont tendance à quand même partir sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en grosse croissance chez nous. On n'est plus le groupe média avec le plus de fans sur les réseaux sociaux, donc on est leader sur cette partie-là. Une opération spéciale aujourd'hui, elle existe forcément encore sur le web, mais beaucoup dans des enjeux liés à la performance, de garantir du trafic, de la visite qualifiée et même des ventes derrière. Aujourd'hui, il y a des équipes commerciales qui parlent aux annonceurs, et après, s'il s'agit d'acheter en programmatique, on est facilement achetable par l'ensemble du marché, comme peut l'être 100% des sites français. Et aujourd'hui, nous, on a fait le choix, pas tout à fait contraire, mais de sortir d'un outil qui était créé en interne pour bosser et co-construire des choses avec une boîte française qui s'appelle Sparteo, qui va gérer, qui fait de l'optimisation de stack publicitaire. Stack publicitaire, c'est quoi? En gros, l'outil qui permet de diffuser les bannières sur un site internet, qui gère les sujets de header bidding, qui est la mise en compétition en temps réel sur le site internet. Et grosso modo, on a co-construit entre guillemets un produit avec eux qui est installé aujourd'hui sur l'ensemble de nos sites. Donc on continue à bénéficier de nos sièges en direct pour une grosse partie des partenaires. On continue à intégrer Google sur une partie, même si c'est moins hégémonique qu'avant, parce qu'on sait qu'ils sont bons sur une certaine typologie. Incontournable sur certaines... Non, bien sûr, mais il est toujours là, toujours dans la compétition, mais moins présent que ça peut l'être sur d'autres stacks. Mais de manière générale, le canal programmatique est le même pour tout le monde. Et aujourd'hui, faire un deal sur un site de 366, de Prisma, de Webedia ou peu importe, ou un site de Reward, c'est la même simplicité. Tout le monde peut acheter n'importe quelle URL assez facilement en maîtrisant les outils d'achat. Il n'y a pas fondamentalement de blocage pour commercialiser. Donc si je suis un acheteur, je fais quoi? Je vais sur Strateo et... Non, on peut directement... alors si je suis un acheteur qui travaille dans un trading desk, il utilise ces outils, il peut contacter nos équipes pour avoir un cadre encore plus premium. Donc il peut être des opérations spéciales avec une partie liée au contenu, des opérations à la perf qui garantissent du clic, etc. Donc les annonceurs sont quand même de plus en plus héroïstes. Donc l'idée est quand même d'avoir un contact avec nos équipes commerciales pour adapter le plan à l'objectif de l'annonceur. Mais en réalité, aujourd'hui, oui, si quelqu'un maîtrise des outils, il peut acheter. Il peut pas acheter uniquement chez Reward, il peut facilement acheter sur n'importe quel site de France sans trop de problèmes. Après, il n'aura pas la data qui va bien, il n'aura pas le cadre premium qui va bien, il n'aura pas le contenu qui va bien s'il s'agit d'une opération spéciale, il n'aura pas la garantie de performance, etc. Ça, c'est des plans qui sont un petit peu plus recherchés, qui nécessitent quand même de discuter avec des commerciaux et avec les équipes produits. D'accord. Donc automatisation, c'est quand même il faut des commerciaux. On finit par avoir l'impression qu'en fait tout se fait automatiquement, des enchères automatiques. Oui, bien sûr. Après, l'automatisation, elle peut servir aussi aux commerciaux, qui permettent d'améliorer la prise de rendez-vous, d'améliorer la gestion des prospects, etc. L'automatisation n'est pas le mal de manière générale. Elle peut permettre aussi aux commerciaux de se concentrer sur des choses à plus de valeur ajoutée, pour mieux prospecter, etc. Elle peut être utilisée par les équipes opérationnelles aussi pour gagner du temps. Donc c'est plutôt quelque chose qui est vu positivement et qui peut permettre d'en sortir grandi que la fin de nos métiers. D'accord. Plutôt gros acheteurs quand même. Que deviennent les agences médias là-dedans?
Voilà, vaste sujet. Non, mais les agences médias ne vont pas mourir, hein, je le redis. Hein. Les agences médias, elles seront toujours là. Elles sont là pour apporter du conseil en plus à leurs annonceurs. Hein. C'est le rôle d'une agence. Hein. J'en ai dirigé une pendant 7 ans. On est là pour construire ce qu'on appelle des plans médias, donc comment on va disperser le budget entre des liens sponsorisés sur Google, entre des campagnes sur les réseaux sociaux, entre une campagne TV, une campagne d'OOH, OH c'est les écrans, digitaux. Les écrans digitaux. Combien on va mettre sur les différents médias français, digitaux, en print. Ça s'appelle vraiment du media planning. Hein. Maintenant, on parle aussi d'audience planning parce qu'on rajoute une couche data. Mais voilà, c'est le rôle d'une agence, c'est le rôle d'avoir ce conseil-là. Alors après, nous, nos commerciaux... Non seulement elles ne vont pas mourir, mais elles auront encore plus de légitimité. C'est plus compliqué. Oui, mais les agences, elles seront toujours là pour les grosses PME et puis bien sûr les ETI et les grands comptes. C'est ce que cherche ce type d'entreprise. Maintenant, c'est sûr que le coiffeur du coin, lui, il va essayer d'aller contacter directement son titre de PQR ou pour faire ses campagnes. Il va chercher de la performance ou il va aller par simplicité malheureusement sur les réseaux sociaux et on en revient au sujet du départ parce que c'est tellement simple. Il s'y reconnaît parce qu'il y est lui-même présent en tant que consommateur. Et sur Google, pareil, Google, son moteur de recherche, il voit les liens sponsorisés, il se dit c'est là où je vais trouver. Donc nous, on a un travail d'éducation, donc c'est pas le rôle de 366 parce que j'adresse le marché national, mais on aide aussi nos régies locales à se développer. Avec cette plateforme-là, on veut aussi leur simplifier la vie, qu'ils fassent exactement comme fait Meta ou Google, c'est-à-dire un accompagnement pour lancer votre première campagne, mais qu'après un commerçant soit autonome pour gérer sa campagne. Voilà, c'est exactement l'objectif de cette plateforme dans un premier temps. Pour les petits annonceurs, ce que vous cherchez à faire, c'est les détourner des réseaux sociaux, solutions de facilité. Exactement. Et chercher ce qu'on appelle la longue traîne. Et là, quels sont les arguments? Qu'est-ce qui fait que... Je pense que les arguments, ça sera ce que je l'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est des éditeurs... si on leur dit, vous pouvez annoncer simplement, je sais pas, vous êtes à Toulouse dans la dépêche, sans avoir à contacter un commercial. Alors, faut pas oublier un truc, c'est que ici... Les plus jeunes, aujourd'hui, ils ont du mal à prendre leur téléphone déjà pour réserver un restaurant. Ils vont faire tout en ligne. Vous imaginez que demain, ces mêmes plus jeunes, s'ils peuvent acheter facilement un encart en presse ou une petite campagne digitale de façon automatisée à travers une plateforme, c'est exactement vers ce qu'ils vont faire. Très bien. Question peut-être déjà ? Oui, voilà. Étant donné que vous n'avez pas la puissance des GAFAM pour avoir tout le profil des clients, comment vous capitalisez pour connaître les 1000 critères justement sur le client? Alors déjà, on est équipé, donc on la revient sur des sujets à tech. Je pense que Reworld, comme 366, on est équipé de ce qu'on appelle des DMP, donc des Data Management Platform, ou des CDP, vous entendrez Customer Data Management Platform. Rien que quand vous allez surfer sur un site et que vous avez donné votre consentement, bien sûr, on va engranger les données, on va savoir quel type de contenu vous regardez, quelles sont les actions, est-ce que vous avez tendance à lire des vidéos, etc. Donc, tous ces critères que j'ai dit tout à l'heure, donc des centres d'intérêt, des notions d'intention aussi, si vous êtes, alors ça sera peut-être plus pour Grégoire, mais si vous commencez à regarder Automoto à fond, c'est que je pense que vous avez peut-être une intention d'achat de voiture. C'est exactement ça. Donc nous aussi, on a cette data-là. Notre problématique, c'est peut-être l'identification de l'internaute. Je rappelle que sur les réseaux sociaux, sur Netflix, vous êtes logué. Donc vous êtes toujours la même personne pour eux. Et c'est beaucoup plus facile de construire un profil data. Chez nous, c'est un petit peu plus compliqué. Donc les cookies tiers, on en a parlé. Les gens les effacent. On perd les profils. En général, les cookies tiers, ils n'ont pas plus de 2 semaines de vie. Sont arrivées des technologies sur le marché d'identification que vous avez peut-être entendu, First ID, UTIC, qui nous permettent d'améliorer cette identification, mais ça reste soumis au consentement, aux adblocks, etc. Donc c'est pas parfait. Et c'est pour ça que nos éditeurs essayent de développer les internautes logués.
Je pense que vous avez vu sur pas mal d'éditeurs, maintenant vous avez des pop-up qui arrivent ou qui vous demandent juste de vous connecter pour pouvoir accéder à certains contenus. Ça, c'est pour augmenter ce qu'on appelle notre base de profils connectés. Et plus on aura une forte connexion, mieux on aura des profils déterministes, donc des profils dont on connaît toujours l'identité. Et on pourra construire de la donnée plus forte et plus puissante pour pouvoir optimiser nos campagnes derrière. Grégoire, sur cette même question. Non, sur les sujets data, c'est la même chose. On utilise une DMP. On a la chance d'avoir une data assez forte contextuelle. Avec, on parlait de la bagnole, les gens qui vont vérifier des fiches voitures, des gens qui vont sur les numériques pour comparer les téléphones ou les téléviseurs. A priori, ils ont une velléité à acheter un téléphone, donc on a de la data qui vient de la consultation de nos sites internet, qui a une certaine valeur. On a aussi une stratégie de loguer sur certains sites, etc., même si on y va peut-être un peu moins fort, parce qu'on croit encore à l'open web tel qu'il est aujourd'hui et à la force du contextuel. Et de manière générale, sur ces sujets data, on parlait de méta en comparatif. Il y a des produits sur lesquels on a participé à la création, qui s'appelle le Social Publisher, qui montre que la data, même la data navigationnelle des sites internet, a une valeur importante. En gros, ce produit, c'est mettre à disposition d'une agence et donc d'un client final l'utilisation d'une de nos marques. Donc un L'Oréal va communiquer au nom de Grazia sur Facebook, avec la data de Beauté Test, qui est un site qui permet de tester des produits. Et on a des très bons résultats sur ce type de produit, alors que on a de bons résultats grâce à deux choses: à la caution de la marque, une marque comme Grazia, mais aussi à l'utilisation de data de certains de nos médias qui en ont beaucoup, comme Beauté Test, qui est une communauté de testeuses, etc. Et on voit qu'il y a une vraie augmentation du ROI côté Facebook grâce à ça. Donc la data des éditeurs contextuels qu'on peut avoir, elle peut être complémentaire à la data très homme-femme, etc., loguée d'un méta, parce qu'en rajoutant ces couches de data et de caution de marque, on améliore les performances des campagnes méta qui sont opérées de cette manière-là. Autre question peut-être ? Alors vous êtes des groupes puissants. Après, il y a les médias qui sont médias indépendants. Qu'est-ce que les conseils que vous pourriez leur donner pour utiliser au mieux ces nouveaux outils? Qu'est-ce qui manque aux médias français? Qu'est-ce qui peut être Alors déjà, on est dans un pays où les médias sont très forts. Même les médias indépendants, enfin, ils ont une technicité beaucoup plus haute que la moyenne. On voit beaucoup de sites indépendants qu'on donnait pour mort il y a encore quelques années, qui arrivent à s'adapter, à maîtriser les techniques SEO, Discover, etc. Donc ça fait un marché très concurrentiel, très différent de ce qu'il peut avoir en Espagne ou par ailleurs, où c'est très concentré sur les gros groupes médias. Donc je pense que les médias indépendants en France sont plutôt forts. Sont très au fait de ce qui se passe au niveau du SEO. Je pense que le SEO Discover est un talent très français, avec des nombreuses personnes, des experts SEO, etc., qui comprennent mieux que d'autres comment ça marche, et qu'on a aussi, en tant que groupe média, à apprendre d'éditeurs plus petits. Donc on a beaucoup d'éditeurs indépendants qui continuent à être forts et à continuer à faire de l'audience. Alors qu'il y a d'autres marchés où clairement on a eu beaucoup de concentration, les médias indépendants c'est beaucoup plus difficile. Donc on a quand même un talent à la fois éditorial et SEO en France que peu de pays ont, en mon sens. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait que... Alors c'est sûrement parce que pas de raison historique, avec beaucoup d'experts, beaucoup d'agences qui conseillaient. Cet esprit de test and learn qui a continué à exister, et un écosystème SEO assez fort. Qui a su s'adapter aux nouveautés des algos de Google, de Facebook, etc. Et un esprit entrepreneurial un peu plus important sur ces sujets digitaux. D'accord. Antoine, là-dessus Alors moi, je suis moins côté éditeur que les Grégoire, mais je le rejoins sur tous ces points. Non, honnêtement,
je vais le redire, hein, mais pour nous, c'est les médias de proximité pour la PQR qui ont une importance très forte pour les Français. Après, je pense que tu parlais tout à l'heure, Grégoire, que nos populations vieillissent sur nos sites. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il ne faut pas oublier que je pense que quand on est jeune et qu'on a 25 ans, on lit pas du tout la presse. En fait, on s'y intéresse quand on commence à avoir des enfants, etc. L'idée pour nous, c'est que pour nos éditeurs, et c'est le travail qu'ils font en diversification, c'est que les marques restent connues, que les marques restent dans l'esprit même de ces jeunes, pour que plus tard, quand ils commenceront à lire la presse, ils s'y intéressent toujours. Voilà. Donc moi je pense que les sources de trafic elles vont rester. Discover est une source de trafic d'opportunité. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Google. Alors, si vous êtes sur Android ou vous surfez avec Chrome, vous verrez que Google va connaître vos habitudes et va vous proposer des articles en fonction de vos habitudes. Donc Discover, personne n'aura la même chose en fonction de nos habitudes. Donc pour moi c'est assez opportuniste. Maintenant s'il y a les accès directs, les accès directs sur nos sites, ils vont continuer à exister si nos marques restent dans l'esprit. Et après, moi, je suis pas trop inquiet sur le vieillissement des populations. Alors ça rejoint un peu tout à l'heure on parlait de l'éditorial. Justement, les contenus sont plutôt faits par des jeunes journalistes, souvent à Paris, et le lecteur est souvent plus âgé. Donc, il faut savoir s'adapter après de manière générale. Vous faites comment dans votre groupe pour faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre, puisque vous êtes au carrefour de l'éditorial et de la publicité. Ça passe par analyser ce qui se passe, connaître un peu, aller tout bêtement regarder des stats de l'INSEE, voir les courbes, etc. et savoir à qui on s'adresse. Essayer d'élargir la cible pour pas se cantonner uniquement à une typologie de personnes et parler de manière générale au plus grand nombre. Donc après ça se fait en regardant basiquement des datas qui sont issues de chez nous, de tel ou tel site internet, d'ouvrir un petit peu ses chakras sur les statistiques un peu globales du recensement de l'INSEE, etc. Et adapter le contenu pour qu'il soit lu et cliqué par le plus grand nombre. Les rédacteurs ne vont pas aller voir les profils de l'INSEE c'est tout notre travail de pédagogie pour faire en sorte de leur ouvrir les chakras sur le sujet. Après, personnellement, j'ai la chance de pouvoir gérer pas mal de gens au niveau éditorial. La plupart de mes collaborateurs sont plus contents quand il y a 1 million de personnes qui vont consulter leur article que quand il y en a 50. Donc en réalité, c'est quelque chose qui est aussi sympa de manière générale de faire en sorte de toucher, d'avoir le bon contenu, la bonne qualité de contenu, et qui soit lu par le plus grand nombre. C'est toujours quelque chose qui leur fait plaisir. D'accord. Ils ont des retours là-dessus, bien sûr. Bien sûr, ils ont accès à tous nos outils analytics pour pouvoir savoir combien de personnes ont consulté un article. Alors pour avoir visité plusieurs rédactions de la PQR, ils sont même équipés de logiciels, donc on peut pas parler d'adtech parce que c'est pas forcément pour la publicité directement, mais de logiciels qui leur permettent de connaître le potentiel de trafic que vont générer les articles en fonction de leur contenu. Donc en général, effectivement, il y a de l'écriture adaptée pour générer du trafic, donc pour générer forcément de l'affichage publicitaire. Mais oui, il y a des technologies qui existent. Donc ça, c'est important quand même. Côté éditeur, hein, ouais. Ouais, mais enfin, c'est tout le monde... le potentiellement pubable, en gros, potentiellement de trafic. Mais Discover en fait partie. Discover, c'est vraiment ce que vous avez appelé le contenu, les sujets qui font l'audience publicitaire. C'est exactement ça. Après, faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, les journalistes adaptent aussi les titres, donc sûrement, et même beaucoup avec des technologies d'IA, donc juste pour adapter les titres, pour qu'ils s'indexent dans Discover, pour avoir des titres, alors je sais pas comment dire, pas agressifs, mais des titres impactants pour que les gens cliquent et lisent les contenus. Est-ce que donc, je sais pas, les conseils à donner aux médias, c'est quoi? Donc être logué, c'est bien, avoir le maximum de data, c'est bien le minimum.
Côté édito, c'est pas trop ma place, mais côté édito, je pense qu'il faut pas hésiter. Alors, bien sûr que les contenus doivent être produits par l'humain, mais pas hésiter à en créer plusieurs versions et de demander aux IA de les adapter aujourd'hui pour avoir, ce que je viens de dire juste avant, des titres accrocheurs et qui vous permettent de générer du trafic sur vos sites. Ça, c'est hyper important. Et Discover, aujourd'hui, c'est quand même plus de 50% du trafic. Tu parlais du SEO. Bon, le SEO, il a tendance à diminuer. En France, on va bientôt avoir une révolution qui arrive dans Google, qui est arrivée déjà dans tous les autres pays d'Europe, mais c'est IA Overviews. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez taper dans Google, vous allez avoir une réponse IA. Donc, ça veut dire pas de trafic sur nos sites, en théorie. Donc, ça a déjà été observé chez nos confrères européens. Ils ont perdu quand même pas mal de trafic. Alors, je ne sais pas qui sera le plus touché, mais bon, sur de la presse d'information, apparemment, on l'est un petit peu moins que sur la presse mag, mais tu diras un mot peut-être, Grégoire, là-dessus. Mais on est les derniers pays qui attend ce passage-là. Alors pourquoi ? C'est une histoire de droits voisins, pour ceux qui connaissent les lois européennes. Donc les droits voisins, c'est quand un rédacteur écrit un contenu, s'il est publié par d'autres acteurs que son propre média, on lui doit de l'argent. Voilà. C'est une loi européenne. Donc Google est un peu frileux pour le lancer en France. Voilà. Tu veux dire quelque chose peut-être sur ce sujet-là ? Qu'est-ce que après Donc moi je recommande quand même des contenus, faut pas hésiter à les transformer avec je vous dis votre site pour qu'il soit accrocheur et qu'il génère Discover. C'est vraiment une partie importante de votre trafic et ça va le rester. Après bien sûr que vos marques perdurent, donc qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Donc de la diversification peut-être auprès des jeunes populations, quelle qu'elle soit. La Dépêche, par exemple, a lancé le Rose Festival avec Big Flo et Oli. Bon, c'est ce genre de choses qui permet que ce titre ne meure pas dans les esprits des jeunes. Voilà. Donc il y a plein d'initiatives. Ouest France, c'est plutôt sponsoring de tout ce qui est voile, sport de mer, etc. Donc qui touche aussi les jeunes populations. Côté format publicitaire, côté offre. Qu'est-ce que... Alors là, on bascule direct de l'édito à la pub. Donc dans la pub... De toute façon, les deux sont liés. Non, mais dans la pub, en fait, ça va dépendre qui on adresse. Les grands comptes aujourd'hui, et via les grandes agences, les Big Five, eux, ils vont chercher ce qu'on appelle de l'attention publicitaire. Alors l'attention publicitaire, c'est des formats impactants avec une faible saturation publicitaire, c'est-à-dire être quasiment que vous dans la zone affichée à l'écran. Oui, alors sur les sites de la PQR, c'est rarement le cas. Tous ont des stratégies différentes. Après, il ne faut pas oublier qu'on doit quand même générer un maximum de revenus. Donc c'est un équilibre compliqué à trouver entre générer de l'attention publicitaire, donc de ne pas avoir un sapin de Noël, et pouvoir avoir des formats quand même encore impactants et qui vont générer de l'attention. Donc l'attention, c'est un peu fictif, c'est quelque chose qui est arrivé il y a 3 ans. Donc on parlait de la visibilité, c'est-à-dire les espaces publicitaires affichés dans la zone de votre écran, donc pas en bas de page avant que vous ayez scrollé. Et aujourd'hui, on parle d'attention, donc c'est de la visibilité, mais en plus en mesurant si vous êtes seul sur la page, d'où vous venez. Est-ce que vous venez d'un clic Google ou est-ce que vous venez d'un accès direct ? Donc vous êtes plus attentif quand vous arrivez d'un accès direct avec un seul format grand sur la page et sans autre annonceur. Donc nous, on doit trouver un équilibre instable entre continuer à vendre quand même du volume, parce qu'il faut qu'on vende de la publicité, et ces notions que les grands annonceurs cherchent, l'attention. Ça, c'est pour le marché des grands comptes. Et après, je pense que le marché TPE, je ne vais pas le redire une énième fois, mais il faut qu'on aille vers des formats avec de la génération de performance immédiate, quoi. C'est-à-dire minimum du trafic qu'on amène pour les petites entreprises. Elles, c'est exactement ce qu'elles cherchent avant tout sur nos médias. Sur les sites, il y a beaucoup de passages furtifs. Enfin, j'ai été surpris, par exemple, quand je regardais les chiffres du Dauphiné Libéré, certains jours ils font 1 million de visites. Vous pensez que... Ça dépend de ce qui monte dans Discover. Dans Discover, quand vous avez un article, je crois que la limite, c'est il faut au moins 2000 clics en 1 heure pour que l'article monte dans Discover. Donc dans Discover, si vous avez un titre accrocheur, vous pouvez faire exploser les compteurs. Maintenant, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que c'est des visiteurs, ils viennent voir une page, ils repartent. Et c'est ça. Donc ça, on en a énormément. En général, il reste peu sur nos sites. Donc là, il y a peut-être un travail d'édito, je vais te passer la parole, d'essayer de retenir aussi, de faire de la rétention sur les sites pour que
il consulte plusieurs contenus. Et ça, Oui, d'ailleurs, on est passé de l'audience à l'attention et maintenant on parle. Ouais, en fait, tout est lié quand même. Ouais, tout est lié. Allez, alors. Ouais, on parlait de la volatilité du trafic avec Discover, elle l'est un petit peu. Il C'est n'y a une pas certitude. Discover qui fait la volatilité. Hein. C'est quand même un petit peu plus volatile. C'est quand même un outil que même les équipes de Google ont du mal à assumer de manière générale depuis pas mal d'années. Donc en réalité, c'est quelque chose d'assez étonnant. Après, le but, il est quand même aussi de le voir comme essayer de parler au plus grand nombre. C'est ça qui est le plus important, de vulgariser à mort les titres, etc. J'ai pas mal d'exemples sur, je sais pas, des articles beauté, etc., où les gens utilisent du franglais, le glow, etc., qui parlent pas à grand monde. Je suis pas sûr que ma maman sache exactement ce que c'est le glow. Mais de manière générale, le but est... Ça intéresserait peut-être. Oui, sûrement. Elle a peut-être besoin, mais de manière générale, ça déçoit le plus grand monde, vulgariser la chose à fond, pas utiliser le franglais, pas rester ouvert sur le fait que les gens qui vont lire et pas forcément une journaliste beauté de 27 ans. Après, on a aussi un moyen de maîtriser en plus l'audience. Il y a le SEO, même s'il y a des baisses qui restent encore importants. Le trafic via Facebook qui revoit une petite amélioration de grosses baisses d'année en année avec cette année un retour un petit peu en grâce du trafic qui vient de Facebook, et après continuer à améliorer le trafic direct et faire vivre les marques, hein. C'est ce qu'on fait aussi. Tu parlais de diversification, c'est un gros sujet aussi chez Reworld pour que l'ensemble des marques soient aussi présentes dans le quotidien des Français, que ce soit Marmiton, les numériques, au féminin, Grazia, etc. Et que les gens y pensent également quand ils consultent Internet pour améliorer le trafic direct. Et le dernier point, c'est oui, même si le trafic de Google est volatile, on tend à faire en sorte que les personnes fassent une seconde page. C'est pas la chose la plus simple, mais c'est de les engager sur des articles recommandés, sur des résumés d'articles avec l'IA. On fait ça pour que les gens puissent consulter ou organiquement voir les sujets qui sont similaires à celui qu'ils ont consulté. Donc faire en sorte que la personne fasse une deuxième page sur un sujet annexe. Et on a 80 marques médias, donc on peut aussi le faire intra-site, ce qui est quand même aussi pratique. D'accord. Sur les... j'ai perdu ma question. Vous voulez parler d'IA ? Oui, je voulais terminer sur l'IA. Bon, on va y passer tout de suite, on arrive au bout de... Alors l'IA, elle vous pose des problèmes, elle vous apporte des solutions ? Elle nous fait gagner du temps, pas mal d'endroits. Aujourd'hui, l'IA, c'est quelque chose qui est super utile au niveau traitement de la statistique, de la data, qui peut permettre d'améliorer énormément tout ce qui est les sujets de data visualisation, etc. Concrètement, ça se passe comment ? Grosso modo, aujourd'hui, au lieu de passer une journée sur un tableau Excel avec l'IA, on peut passer 10 minutes pour avoir le même résultat. Donc aujourd'hui, j'avais des équipes de data analystes qui étaient beaucoup focus sur la data visualisation, donc se connecter à des API, aller chercher des data et les mettre dans des graphiques pour que ce soit lisible par le plus grand nombre. Aujourd'hui, leur métier il s'est plus transformé sur expert IA pour automatiser les process, etc. Et on gagne énormément de temps. On a beaucoup utilisé sur les sujets SEO très froids. Aujourd'hui, le but, c'est que nos rédactions, elles se concentrent sur le travail à grosse valeur ajoutée, donc aller interviewer des gens, avoir du témoignage, être collé à la vie des Français. Prenons l'exemple d'un maison et travaux sur du contenu de SEO très froid, comment réchauffer sa maison en hiver, comment refroidir etc. Je pense que depuis le temps qu'on possède et qu'on travaille sur maison et travaux, on a à peu près fait tous les contenus possibles. Donc là, utiliser l'IA dans ce cadre-là, c'est pas un gros mot. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le contenu sur les sujets maison, c'est du contenu très froid, très pratico-pratique, où on peut se permettre d'utiliser toujours sous le contrôle humain, et l'IA un peu plus en masse que pour traiter de l'actualité très chaude, du témoignage, etc. On va pas inventer de nouvelles techniques bien qu'on pourrait, mais de nouvelles techniques pour réchauffer sa maison. On a écrit, on a de la matière sur les sujets très très pratico-pratiques. Donc elle peut nous faire gagner du temps sur les sujets SEO très froids, du temps sur l'automatisation et les équipes traitement de la donnée, etc. Et elle nous fait aussi gagner du temps sur les sujets de veille. Aujourd'hui, on peut, avec 2-3 clics, avoir une veille globale sur ce qui se passe
en France, dans l'actu, ce qui vient des réseaux sociaux, ce qui se passe dans les autres pays, qui fonctionne dans Google Discover, etc. En 3-4 clics, dans un tableau hyper bien ordonné, donc ça peut donner des idées et stimuler un petit peu clairement l'idée pour faire le contenu le plus original possible. Côté négatif, l'IA, c'est on remplace les moteurs de recherche par les moteurs de réponse. Oui, il peut avoir c'est surtout Google qui va se retrouver dans une situation moins hégémonique qu'ils l'ont pu l'être. Après, ils vont se réinventer aussi. Ils ont déjà fait des communications sur ce que sera Discover dans quelques mois, avec l'intégration d'une partie vidéo, réseaux sociaux, etc., qui tend, à mon avis, à pallier à une perte d'usage, même s'ils ne le disent pas comme ça. Donc ils essaient de s'adapter à la fois aux réseaux sociaux. Ils ont quand même, on l'oublie un petit peu trop souvent, Gemini, qui est quand même un des outils qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Ouais. Ils essaient de pas tout mélanger. Je pense que c'est aussi un sujet de Google, mais ils sont quand même très forts sur ces sujets-là. Ils savent indexer du contenu et sortir les bonnes réponses, parce que ceux qui ont inventé un peu le concept. Donc il ne faut peut-être pas les oublier trop vite sur les sujets IA. Après, il faut adapter aussi son produit. Hein. C'est le quotidien de toutes les entreprises et les boîtes, et c'est aussi le quotidien de Google pour que les gens continuent à les consulter. Et je pense que ça peut faire du bien aussi d'avoir un peu de concurrence sur ça et de faire évoluer tout ça. L'IA chez 366. Grégoire a fait la partie édito, mais alors faut pas oublier que l'IA aujourd'hui, pour finir sur la partie édito, il y a des nouvelles techniques vous avez entendu parler de SEO, c'était influencer les moteurs de recherche par de l'indexation. Donc aujourd'hui, vous voyez bien que si vous tapez je veux la meilleure cafetière, en général, vous avez quasiment que des réponses publicitaires. Même en SEO. Aujourd'hui, il y a du GEO qui arrive. Donc c'est la même chose. C'est pour, je vais te dire vulgairement, mais pourrir les résultats des LLM. Donc c'est ChatGPT, vous lui demanderez la même cafetière. Et ben il y aura des gens qui auront travaillé pour que ce soit DeLonghi qui ressorte en premier, parce qu'ils ont mis plein de questions-réponses dans Reddit ou dans des différentes pages pour influencer l'IA et qu'elle vous réponde une marque en priorité. Donc ça, c'était juste pour finir sur la partie édito. Et après, sur la partie publicitaire, donc je pense qu'on va encore avoir une révolution ad tech. On en a eu beaucoup. On a eu le programmatique. Aujourd'hui, on commence à voir apparaître des plateformes où vous expliquez qui vous êtes. Je pourrais reprendre mon exemple de plombier à Vannes qui travaille à 50 km à la ronde, et automatiquement, la plateforme publicitaire va vous répondre ce qui est le plus adapté pour vous, et en fonction de vos objectifs, si vous voulez faire du trafic ou de la conversion, etc. Donc ça commence à arriver dans les plateformes, mais demain, je pense que vous avez peut-être entendu parler de protocole. On parle de MCP, ça c'est un protocole plutôt générique, mais dans la publicité, on commence à parler de AdCP. En fait, c'est des protocoles d'échange qui vont vous permettre, depuis un LLM, donc demain depuis ChatGPT ou Gemini, directement de parler avec nos plateformes d'achat publicitaire. Donc vous pourrez poser cette même question: je suis plombier, qu'est-ce que tu me conseilles? Il interrogera toutes les plateformes publicitaires du marché pour vous renvoyer les offres, et vous serez libre de choix, de quasiment contractualiser directement uniquement par chat dans un LLM. En petite aparté, il se passera la même chose dans le retail média. Demain, vous irez plus sur Amazon, vous achèterez à partir d'un LLM. C'est des projets de Meta sur WhatsApp, par exemple. Voilà, donc dans la pub, je pense que c'est la prochaine révolution. Après, il ne faut pas oublier qu'il y avait l'IA telle qu'on la connaissait depuis plusieurs années. C'est le machine learning, donc c'est pas textuel, c'est juste l'optimisation en fonction de la connaissance que j'ai dit tout à l'heure. Des algorithmes qui apprennent qui sont les profils les plus appétents à faire du clic, à regarder de la vidéo, à acheter, etc. Et qui vont optimiser automatiquement les campagnes. Un peu comme l'asservissement de votre voiture quand vous vous mettez en mode automatique, et s'il y a une voiture devant, elle va freiner toute seule. C'est un peu pareil. C'est qu'elle apprend ce qui est autour d'elle pour ajuster automatiquement la vitesse. Oui, ça fait beaucoup de changements finalement. Il y a, toujours eu des révolutions dans la tech, et il y en aura toujours. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on arrive toujours à se renouveler. Allez, on arrive au bout de questions.
Bonjour, vous avez évoqué le MCP. Est-ce que qu'est-ce que vous pensez justement des agents IA, notamment la RTF qui a été édité qui est posé sur la table depuis peu de temps. Est-ce que pour vous c'est plus du buzzword? Est-ce que ça va être inévitable? Et quelle sera la part du comportement des GAFAM vis-à-vis de ça? Est-ce que Google va se mettre à l'IA aussi d'un point de vue agentique? Meta a déjà sorti pour la publicité son IA agentique, c'est déjà live. Ce qu'il faut vous dire, c'est que les IA agentiques, le protocole MCP, c'est transformer une requête textuelle en une requête API en gros, quoi. Donc, qui va automatiser une tâche sur une plateforme. Donc, bien sûr, tout le monde sera présent. Ce protocole MCP, ils se sont mis tous d'accord entre GAFAM, on va dire. Donc, c'est déjà pas mal. On n'aura qu'un protocole. Maintenant, il y a les versions spécialisées pour la publicité AdCP qui arrive, qui est motorisée par l'IAB, je crois. Et non, c'est pas l'IAB, je me trompe peut-être. Voilà. Ah oui, c'est un ensemble d'acteurs, effectivement. Et en fait, pour moi, c'est un MCP, mais cadré, en fait. Donc cadré et normé pour pouvoir répondre aux opérations publicitaires. Donc oui, j'y crois énormément. Nous, ça sera intégré dans notre plateforme Claire très rapidement, nativement, parce que ça va accélérer dans les prochaines années très, très, très vite, je pense. Et plus vite qu'on ne le pense. Encore une question? Et vous faites partie tous les deux d'un groupe de presse. L'IA permet aujourd'hui de transformer du texte en son ou en vidéo. Est-ce que vous avez commencé à créer des formats justement qui sont issus d'articles, par exemple, pour pouvoir renforcer encore la monétisation sur ces contenus? On l'a beaucoup fait sur le sujet audio. On a la chance d'avoir dans le groupe une boîte qui s'appelle Edison qui monétise l'audio. Et on bossait beaucoup au début avec des technos qui utilisaient sur le marché pour faire du text-to-speech. Et avec l'arrivée de l'IA, on a vu ces technos devenir le deathbed assez vite. Donc on a testé pas mal de choses. Après, ça reste du contenu du contenu sympa, mais qui récap ce qui s'est passé dans la semaine. On l'a fait beaucoup sur un petit récap des actualités, du top 10 des actualités. Donc ce format un peu carrousel à l'audio qui passe bien. Après, ça reprend une liste d'informations. Donc c'est intéressant parce qu'en réalité, le contenu est là. Après, c'est pour moi du contenu qui est snackable facilement, un peu l'équivalent de l'infographie audio, quoi. Donc on est beaucoup sur ce type de choses-là. Pour l'audio, on a fait pas mal de tests avec Eleven Labs aussi, qui est un peu le référent sur le sujet. Et sur la vidéo, on a testé des choses, on continue de tester. Après, l'IA est quand même quelque chose de très évolutif. On voit avec l'arrivée beaucoup des produits de Google qui sont quand même assez bluffants, on en parlait tout à l'heure. Littéralement les images avec Nano Banana récemment. C'est quand même quelque chose qui peut faire un petit peu peur en réalité, notamment pour les photos sont d'un tel réalisme que ça en devient un peu bluffant. Et en réalité, tout ce que Google fait en parallèle sur la vidéo, c'est un petit peu pareil. Donc pour l'instant, on fait des petits trucs sur les images pour illustrer, tester des choses, des images basiques de fruits etc. pour voir ce que ça donne. Mais on l'a fait beaucoup. Là où on allait plus loin, c'est sur l'audio. Parce que c'est quand même c'est pratique pour résumer le sujet. Sur la vidéo, pour l'instant, on a quand même la chance d'avoir des studios, on se concentre quand même sur le contenu à forte valeur ajoutée avec des invités, avec des plateaux, avec des choses comme ça. Donc l'IA sera utilisée, c'est une certitude, je pense, mais plutôt pour des contenus très revues de presse, etc., qui ont une valeur moins ajoutée. Je préférerais à terme que les gens se concentrent sur du gros contenu avec du débat, avec des vrais messages portés, que de résumer l'actualité people de la semaine. Je pense que on n'en est pas encore là, mais dans quelques mois, les contenus face caméra qui récapitulent des informations pourraient complètement être faits avec l'IA pour que les forces en présence se concentrent sur le contenu qui peut susciter le débat, avec des invités, avec une sélection un peu premium, etc., qui soit intégrée sur les réseaux sociaux. Donc oui, ça va arriver, et pour que les gens se concentrent sur du contenu à forte valeur ajoutée,
qui va devenir, à mon avis, au fur et à mesure, l'équivalent de ce qu'il peut avoir à la télévision, mais sur les réseaux sociaux. Toute chasse gardée, mais de contenu beaucoup plus quali. C'est un peu ça le but, je pense. Antoine, tu auras le dernier mot. Non, mais c'est la même chose que toi, mais moi j'ai rencontré pas mal de technologies là qui sont capables de transformer un contenu article généré par un journaliste en vidéo, et je crois que c'est même une technologie qui a été testée par eWorld et par BFM aussi. On a besoin quand même de générer de plus en plus de contenu vidéo. On voit bien que la consommation s'oriente vers des formats vidéo, alors pas forcément courts uniquement, mais des formats vidéo un petit peu plus longs. Nous, on en a besoin pour générer aussi de l'espace publicitaire. Et bien qu'on ait tous des studios, on ne pourra pas générer autant de contenu manuellement que la demande génère. Donc il va falloir quand même qu'on automatise. Et c'est quelque chose qui est assez prioritaire pour nous, pour nos éditeurs. Donc, des technos, on pourra en parler après. Hein, il y en a plusieurs. Il y en a qui commencent quand même à être un peu bluffantes. Vous pouvez générer un JT, donc un journaliste, comme sur BFM, vous avez l'impression, il n'y a rien de vrai. Tout est lu à partir d'un contenu et adapté en temps réel. Donc c'est assez bluffant, ouais. Mais c'est indispensable aussi. On voit bien New York Times, juste pour finir, qui a lancé un onglet vidéo en mode vidéo verticale, donc snacking de vidéo, un petit peu comme à la brute. Donc on voit quand même que des grands médias même sont capables de basculer dans cette logique vidéo derrière. Donc la vidéo, je pense que ça reste stratégique, même si je l'ai dit en intro de la conférence, les broadcasters ont pris une grosse part du marché. Il y en a encore pour nous, médias traditionnels. Bon, tu pourras poursuivre avec eux. Bon. Merci. Merci à Antoine et Grégoire.